Ituri tente une reconstruction progressive. Les détails dans ces journaux. Et dans les Tanganyika, la sonnette d'alarme est tirée dans les carrières minières face aux conditions de travail jugées inacceptables. Le ministre provincial des Mines était sur les terrains et a tapé le poing sur la table. Des recommandations fermes adressées aux exploitants, surtout expatriés, pour restaurer la dignité des travailleurs congolais. On en parle dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous. Une diplomatie offensive au service du développement à Belgrade. La République démocratique du Congo a scellé un partenariat stratégique avec la Serbie. Une nouvelle dimension entre les deux pays née après les tête-à-tête entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue serbe, et la signature d'accords dans les secteurs clés. Un pas de plus vers une coopération renforcée et multisectorielle, nous disent Blandine Zovo, Koko Molisho et Kazo Kazadi. Au palais présidentiel, en début de matinée, le président de la République est reçu par son homologue serbe Alexander Vučić, moment empreint de solennité à en juger par le déploiement de la garde d'honneur pour magnifier la présence de l'hôte de marque. L'hymne national congolais retentissait. Suivi de celui de la Serbie, signe de l'amitié qui lie les deux nations. Puis vint la traditionnelle séance de prise de photos. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête. Trois principaux secteurs sur la table des échanges entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Alexander Vučić, à savoir l'éducation, les mines et l'agriculture. Les deux chefs d'État ont également évoqué la mise en place des programmes d'échange universitaires, des partenariats technologiques pour une exploitation minière durable, sans omettre la coopération dans le domaine agricole visant la modernisation des outils de production. Quelques heures après la séance des huis clos de deux chefs d'État, les gouvernements des deux pays ont signé 4 accords majeurs en présence de leurs chefs d'État. Le premier, conclu entre les deux ministères de l'Intérieur et Sécurité, porte sur une coopération renforcée dans la lutte contre la criminalité, le blanchiment des capitaux, le terrorisme, ainsi que l'appui à la formation de la police nationale congolaise. Le second accord, engagé par le ministère des Sports et Loisirs, prévoit des échanges d'expertise, des programmes de formation et un appui au développement des infrastructures sportives. Le secteur de l'éducation, l'une des priorités pour la République démocratique du Congo et la Serbie, les deux chefs d'État ont exploré la possibilité de mettre en place des programmes d'échange universitaires, la formation technique et le renforcement des capacités, notamment dans les sciences appliquées et l'ingénierie. L'accord prévoit également l'octroi de 25 bourses d'études par an. Ce quota sera doublé dans le cadre du programme de renforcement de la coopération académique conclu avec le gouvernement serbe. L'objectif étant de permettre aux jeunes Congolais d'accéder à une expertise serbe reconnue tout en encourageant une coopération académique plus large. Sur le plan diplomatique, 2 autres textes viennent consolider la relation bilatérale. Le premier renforce la collaboration entre les académies diplomatiques des deux pays, tandis que le second instaure des consultations politiques régulières et une coopération institutionnelle accrue. Et ici, en République démocratique du Congo, l'on parle de la lutte contre les travail des enfants dans les mines artisanales dans la province du Haut-Katanga. L'élaboration du protocole du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans les mines fait l'objet d'une étude, nous dit Brodepanda.
De 0 à 17 ans, c'est l'âge de la minorité pour un enfant. Et la place des mineurs, c'est à l'école et non au travail. Malheureusement, en RDC, spécialement dans les zones minières, la réalité est tout autre. D'où la nécessité de ces projets entre alliances financés par la France, partenaire de l'Organisation internationale du travail OIT pour la récupération, la réinsertion, l'encadrement et une nouvelle orientation soit vers l'école ou vers l'apprentissage professionnel des métiers suivant les normes autorisées après l'étude sur l'élaboration du protocole du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants SSRTE réalisé sous la supervision de la commission interministérielle composée des ministères des Mines, du Travail, des Affaires sociales, chargée de suivi de la question du travail des enfants dans les mines artisanales, Systema, la séance de restitution présidée par le secrétaire général aux mines et président de l'assistance a eu ce jeudi 27 novembre 2025 en compagnie des représentants du secrétaire général au travail et vice-président de l'assistance, qui est son chef de division, et au nom du secrétaire général aux mines, il a clôturé les travaux. Le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants qui vient d'être présenté est un bon outil et qu'il a donné maintenant tous les moyens pour le gouvernement de fédérer tous ceux qui travaillent dans le travail des enfants et même plus tard dans le travail de tous les enfants dans tous les domaines, d'utiliser cet outil comme un système pour faire le suivi, que s'assurer qu'effectivement l'enfant qui a été retiré des mines, que cet enfant, on a remédié à cette situation et qu'on lui a proposé une situation palliative. Ce projet de lutte contre le travail des enfants dans les mines s'inscrit dans les initiatives du gouvernement congolais contre l'utilisation abusive des enfants. Restons dans les secteurs des mines pour parler des maladies liées aux activités minières dans la province du Lualaba. Les assises organisées par l'ASBL Casemia G ont été clôturées. Suivez. Tenu sous le haut patronage de Madame la gouverneure de province. Organisé par l'ASBL Casemia G, cet atelier a réuni plusieurs personnalités. Prenant la parole, le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, Maître Shadrach Moukad Endnao, a circonscrit l'objet de la rencontre en soulignant le bien fondé de cette initiative. Depuis quelques années déjà, notre structure a dénombré des centaines de malades ou des cas de malades dans des villages affectés par les projets miniers, rien que dans les territoires de Lubudi et Muchacha, pour ne citer que ceci. Invités pour la circonstance, les représentants du ministre national des Mines et celui de l'Environnement ont salué et encouragé la tenue de cet atelier de réflexion entre acteurs miniers et société civile. Plusieurs sujets y sont débattus, notamment ceux liés à la santé des populations et à la protection de l'environnement. Les résolutions qui en découleront pourront contribuer à une meilleure orientation des politiques publiques, a martelé la gouverneure Marie-Thérèse Massou-Kassa-Inififi, tout en saluant l'organisation de ces assises. Les attentes de nos communautés sont fortes. Les conclusions de vos travaux contribueront à orienter nos décisions politiques, administratives et opérationnelles. Ici est de noter que cet atelier de réflexion se tiendra du 27 au 28 novembre 2025. J'en parlais dans les titres. Face aux conditions de travail jugées inacceptables, le ministre provincial de Mines du Tanganyika a effectué une descente dans différentes carrières minières. Le constat est amer. Des recommandations fermes adressées aux exploitants, surtout expatriés, pour restaurer la dignité des travailleurs congolais. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kalemi. S'enquérir de la régularité et de la conformité des entreprises minières œuvrant dans la province du Tanganyika. Tel a été l'objectif principal du ministre provincial des Mines, Mouffa Simplice, lors de sa descente sur un site d'exploitation aurifère situé à environ 35 km de la ville de Kalemi, sur l'axe routier Taba-Congo. Homme de terrain, Mouffa Simplice a parcouru les sites pour évaluer les conditions dans lesquelles travaillent les employés. Il a relevé plusieurs irrégularités, notamment les mauvais traitements des travailleurs, les non-respect des heures de service, ainsi que l'absence d'équipements de protection individuelle, pourtant obligatoires. Nous sommes ici pour la sécurité des travailleurs. Les gens travaillent sans équipement.
même une semaine, même un jour. Quand on t'engage, on te donne les équipements de travail. Face à ces constants, le ministre a exigé les responsables une mise en conformité immédiate, insistant sur le respect de la dignité humaine et de la sécurité au travail. Les habitants vivant autour du site minier ont profité de la présence de l'autorité pour déposer une plainte officielle. Pour les résidents, l'activité minière ne doit pas créer davantage de problèmes, mais plutôt contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. En réaction, le ministre des Mines, Moufa Simplice, a rassuré la population. Il a promis de convoquer les responsables du site afin de leur montrer clairement la manière dont ils doivent travailler, collaborer avec les communautés locales et traiter correctement aussi bien les travailleurs que les habitants de ces environs. Autre chose, lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans la province du Kasaï central. Les activités irrélatives ont été lancées. Les détails avec Isidore Kayankeshi et de la RTNC Chikapa. L'Association des santé intégrée pour le développement durable, ACID ASBEL, et d'autres organisations du système des Nations Unies ont appuyé les gouvernements provinciaux dans l'organisation du lancement de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille au Kasaï. Ces assises tenues dans la salle La Rose de Chikapa ont été présidées par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Alphonsine Bondoulouzanga, qui a représenté les gouverneurs des provinces, Crispin Mukendi Boukassa, à cette manifestation. Le thème national, tous unis pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Le thème provincial, briser le silence face aux violences numériques, protégeons les femmes, les filles contre les violences en ligne. Dr Gilles Omokongi est directeur technique adjoint de l'ONGD ACID. Cette manifestation cadre avec la vision de notre ASBEL qui répond spécifiquement à deux objectifs. Le premier, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et le deuxième objectif, c'est pour assurer la promotion de la couverture de santé universelle. C'est dans ce cadre que ACID ASBEL a soutenu activement la province du Kasaï dans l'organisation de cette manifestation de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vous avez corrigé avec moi, c'est la province du Kasaï et non du Kasaï central, comme je l'ai dit tantôt. Poursuivons ce journal Force collective, c'est la nouvelle campagne lancée à Kinshasa par Odiane Lokako, femme entrepreneur. Cette campagne vise à éveiller la jeunesse au fin de les responsabiliser à la résilience. Suivez. Un vent d'espoir souffle sur la jeunesse congolaise. Alex Iese Gombe, aujourd'hui école des hautes études des commerces, Odiane Lokako, figure inspirante et actrice dans l'agro-business, a donné le coup d'envoi de la campagne Force collective. Un concept qui appelle la jeunesse à transformer la douleur collective en énergie positive dans un pays confronté au chômage et aux antivaleurs. Cette jeunesse aujourd'hui, ils se cherchent. Qu'est-ce que je vais devenir ? La vie est difficile. Est-ce que c'est toutes ces questions qui se posent et c'est légitime. C'est comme ça que justement dans ce projet de force collective, voir qu'il y a des Congolais qui réussissent indépendamment de la politique. Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde a un rôle à jouer pour que la collectivité avance. Donc le premier problème pour guérir, c'est d'abord être fier de qui nous sommes. Au moment où nous sommes fiers de qui nous sommes, nous allons nous défendre. Et aujourd'hui, les guerres, il y en a partout, dont par exemple à l'Ukraine. Regardez ces jeunes Ukrainiens. Tous les jours dans les réseaux sociaux, ils postent, ils parlent, ils défendent leur pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous devons à un moment réaliser ça. En tant qu'étudiants, nous allons changer beaucoup de choses. D'abord, à notre environnement. Aux côtés d'autres figures telles que Tissia Mukuna et Laurent Mwashirwa, Odiane Lokako a prôné les valeurs essentielles, respect, responsabilité, civisme et solidarité. Cette étape de Kinshasa marque le début d'une tournée nationale dans les universités pour éveiller les consciences et bâtir une jeunesse engagée, prête à guérir, avancer et exercer un leadership responsable. La date du 1er décembre est consacrée à la lutte contre les VIH-Sida. En prélude de cette journée, un séminaire d'éducation a été organisé à l'intention de jeunes par l'UNFPA. Chimendondo.
En marge de la journée internationale de lutte contre le sida, un séminaire d'éducation a été organisé autour du thème Jeunesse, éducation et VIH-Sida, informer, protéger, agir. Cette campagne de sensibilisation ciblant principalement le jeune est portée et mobilisée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. À travers des échanges de témoignages et des modules éducatifs, les participants ont été outillés sur le moyen de prévention, l'importance du dépistage volontaire ainsi que la lutte contre la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH. Selon les organisateurs, Madame Carlissa Timo, ces séminaires a pour objectif de renforcer l'accès de jeunes à une information fiable afin de leur permettre d'adopter des comportements responsables pour réduire le risque d'infection. N'essayez pas d'être celle que vous n'êtes pas. Restez celle que vous êtes. Votre tour arrivera. Restez juste très concentrés sur votre travail. Ne suivez pas les garçons, ça viendra plus tard. Avant de chercher des garçons, il faut être sûr qu'on a de la matière dans la tête. Être belle, c'est une chose, mais être intelligente et sage, c'est encore plus. Cette initiative qui s'inscrit dans la vision globale de l'UNFPA qui vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes et à favoriser une génération mieux formée, mieux protégée et pleinement engagée dans la riposte au VIH-Sida. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée dans la province du Basuélé. Pendant 5 jours, du jeudi 27 novembre au lundi 1er décembre 2025, les enfants de 6 mois à 14 ans de la province du Basuélé seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole. La cérémonie de lancement officiel de la campagne a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur adjoint intérim Simou Gassao Yangoulumé au marché central de Bouta. La rougeole et la rubéole demeurent parmi les maladies les plus dangereuses et contagieuses pour les enfants. Le représentant des partenaires techniques et financiers, M. Yobo Jablaise, assistant technique Machako OMS Basuélé, témoigne que malgré les progrès réalisés au fil des années dans la couverture vaccinale, des lacunes persistantes continuent d'exposer des milliers d'enfants à des risques évitables. Le ministre provincial de la Santé, Paulé Poussou Koyaba, appelle tous les parents, enseignants et autres responsables de conduire les enfants de 6 mois à 14 ans au site de vaccination les plus proches pour qu'ils soient vaccinés. Au nom du gouverneur de province Mokeni Amis Mike David en mission, les vice-gouverneurs et gouverneurs adjoints intérim Simo Gassao Yangoulumé lance officiellement la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue de la province. Vous êtes au cœur de cette campagne. Je vous encourage à poursuivre votre travail, surtout pour la vaccination des routines. C'est sur ces mots d'espoir et de responsabilité partagée que je déclare officiellement lancer la campagne de vaccination. Sur place au lieu du lancement, 12 enfants des membres du gouvernement provincial et cadres de la DPS Basuélé ont été vaccinés à titre symbolique, une façon pour les autorités de prêcher par les exemples devant la population sensibilisée dans ces lieux publics. La même campagne a été lancée dans la province du Nord-Ubangi. Suivez. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu ce mercredi 26 novembre 2025 dans la zone de santé d'Egbadolité devant plusieurs invités par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Nord-Ubangi, maître Odon Joseph Bongabo Deto. Au total, 385 865 enfants sont concernés par cette campagne de 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2025 dans toute l'étendue de la province. Des types de vaccins seront administrés aux enfants, chacun 2 gouttes de vaccin NVPO2 et des gouttes de NVPO bivalent destiné à lutter contre la nouvelle souche de la poliomyélite du type polyvirus variant circulant. Dans son allocution, le vice-gouverneur Odon Joseph Bongabo a placé cette campagne dans la vision du chef de l'État congolais qui vise la santé universelle de la population de la RDC et plus particulièrement les enfants. Dans tous les 4 territoires, Yakoma, Moba Imbongo, Singa, ainsi que les territoires de Bossobolo, j'ajoute aussi la ville d'Egbadolité où nous nous tenons maintenant. Je demande à tous les parents de se rassurer que tous ces enfants puissent recevoir les gouttes de vaccins tels que prévus par les spécialistes. De son côté, Fiston Dunda, le représentant de partenaire, a quant à lui insisté sur le fait qu'aucun enfant vivant au Nord-Ubangi ne peut manquer sa dose de vaccin en raison de ses origines ni ses appartenances sociales. Pendant cette activité, qu'aucun enfant, quelle que soit son lieu de résidence, sa culture, sa race, son origine, sa religion, son appartenance ou sa classe sociale ne soit oublié.
Tout à fait autre chose. Elle apporte un message de paix et d'unité dans la province du Haut-Katanga. Isabelle Kibasa a reçu un accueil chaleureux à Lubumbashi. Vision Fachi rénovée des Kalimbouye était parmi des structures organisatrices de ces moments de communion. Suivez cela en images et commentaires. L'aéroport international de la Luano était noir de monde. Les forces vives de la nation massaient en grand nombre et personne ne voulait rater cet événement consacré à l'accueil chaleureux d'Isabelle Kibasa Maliba. Un moment très émouvant, empreint de souvenirs, où la VFR de Kalimbouye a accueilli Isabelle Kibasa Maliba, fille du géant katangais, feu le patriarche Frédéric Kibasa Maliba, en digne princesse du terroir, un signe qui lie son action sociale à la proximité de sa population. De l'aéroport de la Luano jusqu'à l'hôtel Pullman Caravia, c'était une démonstration de force à la hauteur de celle qu'on appelle affectueusement Lolo Wakilelo, la mère protectrice du Grand Katanga, une très dynamique femme qui incarne une figure politique plus humaine. Juste après, Kalimbouye a réuni tous les fachistes rénovés dans un grand meeting pour expliquer à sa communauté le bien fondé du combat d'Isabelle Kibasa Maliba, mère nourricière du Grand Katanga, elle qui redonne espoir à la population katangaise qui n'attend plus des discours mais des gestes tangibles. Et dans la province du Nord Kivu, la kermesse pour la promotion de la paix sera organisée dans le tout prochain jour dans la ville de Butembo, annonce faite par la conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse, Jackson Amessi, a signé ses reportages. La province du Nord Kivu va vibrer au rythme d'une kermesse de la paix vers la fin de l'année 2025. L'initiative est du salon Francisca de Butembo, en partenariat avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. L'ego a été officiellement donné à Ville de Beni, chef-lieu provisoire, au cours d'une brève cérémonie organisée dans la salle de réunion de l'hôtel Alpha. Au nom du gouverneur militaire du Nord Kivu, Maître Priska Luanda Kamala, conseillère chargée de la jeunesse, a déclaré que par cette activité, le Nord Kivu va démontrer sa résilience et dissuader ainsi les instigateurs de violence. Nous encourageons ce festival de la paix au nom du gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Evariste, qui a toujours accompagné la jeunesse et l'entrepreneuriat. Nous souhaitons à ce que ça puisse être une réussite. Après le lancement officiel, les activités proprement dites de cette kermesse des paix démarrent le 20 décembre prochain jusqu'au 4 janvier 2025. Tout se déroulera au stade de Tsakatsaka de la ville de Butembo à travers les participants, notamment les entrepreneurs, les artistes et toute la jeunesse. Cette kermesse de la paix vise à mobiliser la population du Nord Kivu en particulier et tous les Congolais en général à soutenir les efforts du gouvernement dans la pacification du territoire national, a précisé la Miss Nord Kivu 2023, Immaculée Fundi, coordonnatrice de l'organisation. Vous êtes en souffrance, l'ennemi prend déjà possession de vous terroriser. Mais tout en voyant que vous êtes dans des festivités, vous êtes en train d'entreprendre, l'ennemi aura un peu peur. Après la cérémonie d'élassement, le comité d'organisation s'est entretenu brièvement avec le chef de division de la culture, art et patrimoine, M. Isengeta, pour parfaire les dispositions pratiques de cet événement. Cultiver la terre pour lutter contre la famine, c'est le message du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo Kakule, adressé à la population lors du lancement du forum agricole à Walikale. Suivez. C'est un 26 novembre 2025, très fructueux pour le gouverneur du Nord Kivu. Dans la matinée, le chef de l'exécutif lance le forum agricole dans le territoire de Walikale pour poser les jalons de la vengeance du sol sur le sous-sol. Il est temps que nous, les enfants du Nord Kivu, nous puissions commencer à explorer les autres opportunités offertes par la nature dans notre territoire pour bien prendre en main cette revanche du sol sur le sous-sol.
Le général-major Somokaku Évariste était accompagné des élus du Nord Kivu qui livrent tour à tour leurs impressions sur l'itinérance du gouverneur. J'ai trouvé un dynamisme sans égal dans cette autorité provinciale. Il a besoin d'autres assistances, d'autres appuis, parce qu'à part les travaux de développement, il y a le problème de la sécurité. Nous sommes allés à Walikale pour lancer aussi les travaux des routes qui seront réfectionnés d'ici là, l'aéroport de Walikale. Le gouvernement provincial a lancé les contrôles physiques du personnel sanitaire des zones de santé de Walikale et de Itebero. Et à l'issue de ce processus, les gens seront affectés et ils pourront donc bénéficier de la mécanisation. Au retour, les travaux d'élargissement de la piste de l'aéroport de Mavivi ont été visités par les hôtes du chef de l'exécutif. Il faut le noter, ces travaux arrivent au niveau des nivellements avant la pose de la couche des bases. J'en parlais dans les titres et la sécurité reprend du terrain dans la province de l'Ituri et l'espoir aussi. Près de 70 000 déplacés ont regagné leur village ces dernières semaines et le gouvernement renforce son soutien avec une assistance humanitaire à plus de 3 000 ménages. D'autres détails avec Sarah Mugissa de la RTNC Bunia. La situation humanitaire en Ituri préoccupe au plus haut point les gouvernements de la République. Voilà ce qui justifie la présence d'une forte délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à Bunia. Après un échange avec les gouverneurs militaires, M. Héritier Piana Pierre, directeur du cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a annoncé l'assistance humanitaire en vivre et non-vivre pour plus de 3 000 ménages répartis sur les différents sites des déplacés. Nous allons descendre dans les sites qui ont été sélectionnés et qui ont même été validés par le gouvernement provincial pour que nous puissions distribuer à 3 000 ménages ce que nous avons préparé afin de subvenir à leurs besoins. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours très préoccupé à trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées. En tant que l'approche militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, s'emploie davantage à restaurer la paix sur toute l'étendue de la province pour permettre les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, comme c'est déjà le cas à Nyakoundé, Marabo, Boga et Tchabi en territoire d'Irumu, ainsi qu'à Kobu, Bambou, Fataki, Masumbuko, Nyangarai en territoire du Djougou, où les retours volontaires se font avec l'appui logistique de l'administration militaire et ses partenaires. Restons en Ituri pour parler de la rentrée judiciaire à la cour d'appel de l'Ituri. Suivez. Après 2 mois de vacances judiciaires, les acteurs judiciaires de l'Ituri ont repris ce vendredi 28 novembre le chemin du palais de justice. Cette reprise d'activité a été marquée par une audience solennelle et publique présidée par le premier président de la cour d'appel de l'Ituri, Emmanuel Chamavu Murimbo. Dans son discours, cette haute autorité judiciaire provinciale a développé un thème important sur le doute d'accès au juge à l'épreuve de la clause compromissoire dans laquelle il a abordé la question de savoir si la clause compromissoire était un obstacle à l'accès au juge ou une modalité d'exercice de ce droit. Ce fut également l'occasion pour lui d'appeler la population de la province à continuer de faire confiance à la justice. Dans sa mère Kyrial, l'avocat général près la cour d'appel de l'Ituri s'exprimant au nom de Madame Edoxy Masouama, procureur général près cette juridiction, a réaffirmé son engagement à faire de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille, un combat acharné porté par les magistrats suprêmes, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, le doyen de l'ordre des avocats, Maître Rifin Louko, intervenant au nom du bâtonnier, Maître Keta Ourinho, a plaidé pour les désengorgements de la prison centrale de Bunia qui héberge plus de 70% de personnes incarcérées en détention préventive. Notons que la cérémonie de la rentrée judiciaire 2025-2026 a été rehaussée par la présence de M. Uringi Padolo Ernest, directeur de cabinet du gouverneur militaire représentant le lieutenant-général Uboyanka Johnny, ainsi que du président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Sami Djakonga. L'opération d'identification biométrique de vérification et d'orientation des ex-combattants a été lancée à Lubero, province du Nord Kivu. Peggy Mukunda, pour plus de précisions.
Les territoires de Beni et Lubero ont franchi une étape déterminante des opérations de désarmement et de stabilisation avec le lancement du processus d'octroi des cartes de démobilisation aux ex-combattants. Pour ce faire, la coordination provinciale du PRDRCS Nord Kivu a démarré avec les opérations d'identification biométrique, de vérification et d'orientation des ex-combattants dans les installations de l'antenne territoriale de Lubero. Dans ces opérations, la coordination provinciale du Nord Kivu bénéficie de l'appui technique des experts de la coordination nationale du programme. Les installations du PRDRCS Lubero ont accueilli les ex-combattants venus de plusieurs coins du territoire pour finaliser les différentes étapes du processus. À l'issue de la première journée de ces opérations, le coordonnateur provincial Aïe Ndaya Bagé Soukissa Joseph a procédé à la remise officielle des cartes biométriques de démobilisation aux ex-combattants identifiés. Ces cartes remises constituent une preuve formelle de leur engagement dans le processus de sortie définitive des groupes armés et d'intégration dans le processus de réinsertion et réintégration communautaire prévu par le programme. Au total, 47 ex-combattants dont 6 femmes ont été enregistrées au cours de cette première journée. Ces opérations marquent un tournant majeur dans la mise en œuvre de la nouvelle vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur un DDR communautaire et durable, une vision en pleine matérialisation par le professeur Jean-Dédier Désiré Ntangatita, coordonnateur national du PRDRCS. Les nouveaux receveurs des services des impôts de la DGI Kasaï-Oriental ont prêté serment en présence du gouverneur des provinces Jean-Paul Mboué-Bouakapo. Léon Modo et Jeff Tchocha ont signé ces reportages. La ville de Mboujmaï, dans la province du Kasaï-Oriental, a connu une ambiance exceptionnelle lors du festival international Sankaï. Cette première édition a été marquée par 3 événements majeurs, notamment une grande conférence internationale sur l'entrepreneuriat et le développement, un marathon populaire et exposition des potentialités minérales, agricoles et culturelles du Grand Kasaï. Cette rencontre avait réuni des décideurs nationaux et provinciaux, ainsi que des investisseurs, des entreprises publiques et privées. Notre objectif est clair. Créer une vitrine des potentialités économiques qui recèle nos provinces, connecter la diaspora à ses racines, booster les partenariats durables et faire de nos provinces des pôles d'attraction et de prospérité. Lors de cette messe, une annonce a été faite sur l'implantation prochaine d'une zone économique spécialisée dans la ville de Mboujmaï. Notons que le DG de la DGI, Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, a été représenté par son chef de division communication et documents, Guy Nzengeli Bonanga. Par ailleurs, de nombreux acteurs économiques, sociaux et culturels ont manifesté leur détermination à bâtir un Kasaï moteur du développement national. Et puis les notables de la Mongala plaident pour l'unité culturelle. Ces derniers ont lancé un appel à tous les ressortissants au respect de leurs traditions. Les notables de la Mongala, plus précisément de Ngombe Lissala, plaident pour l'unité culturelle dans leur communauté. Pour eux, ils trouvent encombrant et superflu la multiplicité d'associations culturelles. Seule celle dénommée Ngombe Sonaïso, qui est déjà depuis plusieurs années et à leurs yeux en mesure de défendre l'identité culturelle et linguistique des Ngombe de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils invitent les Ngombe résidant à Kinshasa à ne pas céder aux sollicitations de qui que ce soit de nature à créer la division au sein de cette famille culturelle. Ensemble, nous serons très forts car l'union fait la force, ont-ils souligné. Infrastructure dans la province du Kwilu, les travaux de construction et réhabilitation des routes évoluent normalement bien. Les images de cette visite d'inspection illustrent bien cela.
Les historiens des temps anciens insistaient sur la valeur du déplacement de grands hommes vers des lieux marquants. C'est lui de l'honorable sénateur, Maître Papilabila Kalim, a revêtu les meilleurs intérêts. La liesse aperçue à son arrivée suffit pour s'en rendre compte. Les mots fondent pour les décrire, accompagnés de quelques députés nationaux. Maître Papilabila Kalim, imprégné de l'esprit du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, s'est rendu à Bandundouville, en province du Kwilu. Papilabila Kalim Dirkaba, au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, n'a pas manqué de faire rayonner cette qualité. Le plus grand choix que cette population avait fait était de bien voter massivement son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, la population bénéficie des retombées de ces votes qualitatifs. Un pari énorme qui tient ici l'homme du Sénat. Après avoir battu la grandiose campagne pour le triomphe électoral du chef de l'État sous la bannière des Team Fachi 20, Maître Papilabila Kalim revient au devant de la scène pour le préparatif de cette conférence de gouverneurs de province. Et cela en deux aspects. Pour la bonne visibilité provinciale, où les routes sont en train de se rénover, et au plus niveau pour la plus haute estime du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surtout que Maître Papilabila se révèle grand acteur du développement rural. Personne n'en dit mieux. Un communiqué officiel avant de boucler complètement ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières et rapporteur de la conférence de gouverneurs des provinces porte à la connaissance de l'opinion nationale que son Excellence, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la conférence de gouverneurs des provinces, a accédé à la demande des reports de la tenue de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces telle que sollicitée par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs des provinces. Cette décision intervient afin de permettre aux équipes techniques dépêchées sur les terrains de finaliser dans les meilleures conditions l'ensemble des préparatifs nécessaires à l'organisation de cette session de manière à garantir la qualité et le bon déroulement des travaux. Les nouvelles dates de la tenue de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces seront communiquées très prochainement, fait à Kinshasa le 29 novembre 2025. Ces communiqués officiels portent la signature de Jean Rigobert Chimanga Musungai, secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs des provinces. C'est la fin de ces journaux de province coordonnés par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Ramada Poki et Patrick Bapuila. Nana Mozazebo et Etienne Lula ont concouru à sa rédaction. Gaëtan Magalano revient à 20h pour la suite de la grande édition de la soirée. Au revoir.